Bonjour à tous, et aujourd'hui je vais vous présenter donc un cours sur les suites. Alors la première question dans ce cours, c'est qu'est-ce qu'une suite? Et en fait, une suite, c'est assez simplement, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. C'est dans un cadre plus général, une fonction. Je vais monter ça comme ça, plutôt. C'est une fonction. Pour le moment, je vais la noter U, qui est une application de l'ensemble des antinaturels dans un autre ensemble I. Là, on dit que U est une fonction dans l'ensemble I. On dit que U est une suite d'éléments de... Alors, je vais noter ça plutôt E. On dit que U est une suite d'éléments de E. Et donc, l'idée, c'est qu'à N, j'associerai un U de N. Alors ça serait la description un peu en tant que fonction, en tant qu'application. Le truc, c'est qu'on utilise souvent les suites vraiment dans un cadre assez particulier, donc on a inventé nos propres notations pour les suites. Donc à la place de noter ça N, enfin ça on continue à noter ça N, mais à la place de noter la fonction U, on la note à la place U de N avec des parenthèses, et le nombre U de N, à la place on le note U indice N. Donc U de N c'est U indice N, et U de N égale la fonction U. Il faut faire attention, donc les parenthèses, s'il y a les parenthèses, c'est la fonction U. S'il n'y a pas les parenthèses, c'est U de N. Donc c'est un nombre. Alors, je vous rappelle juste quelques notions qui viennent plutôt du cours de terminale. Donc on dit qu'une suite U est croissante, comme on pourrait dire qu'une fonction est croissante si pour tout n appartenant à n, pour tout m supérieur à n, U de m plus grand que U de n, ou bien ce qui est équivalent à dire que pour tout n appartenant à n, U de n plus 1 supérieur ou égal à U de n. Donc là on peut définir comme ça croissante, c'est supérieur ou égal, décroissante, c'est inférieur ou égal, strictement croissante, là dans ce cas c'est strictement supérieur, et strictement décroissante, dans ce cas c'est strictement inférieur. Ensuite, on dit aussi ce qu'est une suite monotone, ce qu'on n'utilise pas beaucoup en pratique, et là en fait ça veut dire qu'elle est soit croissante, soit décroissante. Donc par exemple, une suite qui... Alors, c'est très important pour les suites, c'est de relire les graphiques. Donc une suite qui fait ça, donc une suite, ça ne prend pas tous les éléments de R, ça prend seulement les éléments entiers, donc une suite qui fait comme ça, par exemple elle est croissante, et elle est monotone. Une suite qui fait comme ça, là je pourrais continuer comme ça par exemple, elle était croissante et elle est monotone. Par contre, une suite qui fait comme ça, elle est ni croissante ni décroissante et elle n'est pas monotone. Elle est aucun des deux. Donc il y a croissant, il y a décroissant et il y a aussi aucun des deux. Alors, maintenant, ça c'est un peu pour la définition. Maintenant, je vais passer sur une notion qui est très importante, qui est celle des limites. Et là, il faut vraiment bien comprendre la définition, qui est une définition avec des epsilon et pas mal d'expressions mathématiques. Mais il faut à la fois vraiment la connaître par cœur, parce que beaucoup de démonstrations viennent de là. Donc dans beaucoup d'exercices, il faut repartir de la définition. Et aussi, il faut donc non seulement comprendre cette définition comme ça, mais il faut aussi la comprendre graphiquement, parce que dès qu'on écrit l'équation, en réalité, il faut visualiser ce que ça veut dire en termes d'image. Donc, on dit que U tend vers L, enfin converge en L, à partir
appartenant à l'ensemble d'arrivée, donc on va dire E ici, si et seulement si, pour tout epsilon supérieur ou égal à 0, pour tout epsilon appartenant à R plus étoile, donc R plus étoile ça veut dire qu'il est positif et qu'il n'est pas nul, il existe un indice, donc un rang grand N, appartenant à l'ensemble des entiers, donc un rang, tel que pour toute petite n supérieure à grand N, U de n moins L, la distance entre U de n et notre limite est inférieure ou égale à epsilon. Alors, cette définition, c'est très important de bien la comprendre et aussi de comprendre graphiquement ce qu'elle représente. Maintenant, je vais faire un petit schéma. Alors ici, chose importante, il ne faut pas se tromper dans l'ordre des signes. Le il existe et après un pour tout, ça d'un point de vue logique, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'inverser les deux. Si on inverse les deux, on fait une erreur. Il y en a un qui est plus contraignant que l'autre. Alors, je vais faire un graphique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc, encore une fois, il faut toujours faire un schéma pour bien comprendre les choses. Toujours. Donc là, j'ai mon repère. Donc ici j'ai 0, si on veut. Je suis donc au début, je me fixe donc d'abord, on a une limite L. Donc un nombre L ici. Donc ça c'est la limite qu'on pense que notre suite a. Donc, je vais faire une suite qui a l'air de converger vers elle. Donc quand je converge vers elle, je ne suis pas obligé d'atteindre elle. Ma suite n'est pas obligée d'être sur elle, mais elle est obligée de s'en rapprocher le plus près possible au fur et à mesure. C'est ça la notion importante. Et donc dans la définition, comment ça se représente ici? Ici, ça veut dire que si je prends n'importe quel epsilon, donc je vais commencer en prenant par exemple epsilon égale 1. Donc ici, je prends un epsilon qui fait cette taille-là. Il existe forcément un rang grand N, donc il existe forcément un rang, donc ici je fais comme ça, tac tac tac, je remarque que à partir de ce rang-là, c'est bon. Alors, je vais le mettre ici. Oui, voilà, à partir de ce rang-là, enfin ce rang-là, UN moins L n'est pas plus petit que epsilon, parce que U de, ici on va dire que c'est U de 1 moins L va être plus grand que epsilon, donc ici ça ne marche pas encore, mais ça marche à partir du rang 2. Donc ici, pour l'epsilon qui est là, à partir du rang 2, tous les termes de la suite sont dans cet intervalle-là. Mais là, j'ai que fait le test avec un epsilon. Dire que ça converge, ça veut dire qu'on peut faire ce test-là avec n'importe quel epsilon. C'est-à-dire que maintenant, je peux prendre un epsilon encore plus petit, très près ici. Alors maintenant, je vais refaire plus ou moins cette droite-là. Et là, on remarque que tous les termes de la suite ont l'air d'être à la bonne distance, à une distance inférieure, enfin une distance par rapport à elle inférieure à epsilon, à partir de, à peu près à partir d'ici. Et donc là, on peut voir que pour petit n supérieur à 3, on a U de n moins L qui est bien inférieur à epsilon. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'à chaque fois que je prends un epsilon, même si je le prends aussi petit que je veux, il existe toujours un rang à partir duquel, pour tous les termes qui sont après ce rang-là, tous les termes sont dans le petit intervalle que j'ai défini avec mon intervalle de largeur 2 epsilon, en fait, avec moins L moins epsilon et L plus epsilon. Et donc ça c'est vraiment une notion à comprendre très bien, parce que très souvent en fait, pour montrer que quelque chose converge, on va dire, prenons un epsilon quelconque, on va montrer qu'il existe en effet un rang, tel qu'à partir de ce rang-là, on a bien cette condition-là qui est vérifiée. Et donc on va beaucoup repartir de cette définition.
Bon, alors ensuite, je rappelle rapidement ce qu'est une suite arithmétique et une suite géométrique. Une suite arithmétique, ça veut dire que u de n plus 1 est égal à u de n plus un nombre a. Donc en fait, graphiquement, à quoi ça ressemble, ça c'est encore, si on veut bien comprendre, c'est le plus simple. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'augmente de 1, mon rang, j'augmente d'un nombre a. Donc ici, par exemple, j'ai mon nombre a. Ici, là, c'est 1. Et donc là, j'ai u de 1, u de 2, u de 3. Et donc à chaque fois que j'augmente de a. Et donc en fait, en réalité, tous les points passent par une droite qui a comme coefficient directeur a. Parce que la définition des coefficients directeurs, c'est a divisé par 1. Voilà. Et donc, si on veut exprimer les termes d'une suite, bah, u de n, comme on le ferait pour une droite, en fait, u de n moins u de 0 est égal à n fois a, le coefficient direct. Donc, ça serait exactement pareil que dire que f de b moins f de a est égal à f' en a fois b moins a, ce qui pour une droite est complètement vérifié. Ensuite, il y a les séries, donc les suites géométriques. Et donc là, c'est la façon la plus simple, c'est un plus 1 est égal à a fois u de n. Et donc là, on peut imaginer, u de n c'est égal à a fois u de n, qui fait a au carré fois u de n moins 1. Là c'est n moins 1, là c'est n moins 2, égale a au cube u de n moins 3. Et donc est égal à puissance n u de n moins n, ce qui fait a puissance n u de 0. Et donc en fait, voilà, ce qu'on retient à la fin, c'est que dans une suite géométrique, on a ce résultat-là. Et donc graphiquement, encore une fois, important, à quoi ça peut ressembler? Et bien là, on a un terme, un côté très exponentiel. C'est-à-dire, au début, on a a puissance 0, donc u0, et on a un terme, imaginons que u0 soit égal à 1, pour simplifier les choses. Dans ce cas, ça veut dire que u de n est égal à a puissance n. Et dans ce cas, ça nous fait un terme qui est vraiment en exponentiel. Alors ça peut être une exponentielle avec un terme plus grand que 1 ou plus petit que 1, et dans ce cas, ça a des comportements très différents. Si a est plus grand que 1, à chaque fois, si je multiplie 1,2 par 1,2, ça me fait quelque chose de encore plus grand que 1,2. Et au fur et à mesure, c'est de plus en plus grand. Donc ça va me faire quelque chose qui va faire comme ça, une exponentielle dans ce sens-là. Si a est strictement plus petit que 1, dans ce cas, 0,9 fois 0,9, ça fait quelque chose d'encore plus petit que 0,9. Et ce truc-là fois 0,9 sera encore plus petit, et ainsi de suite. Et en réalité, ça va faire quelque chose qui va tendre vers 0 de cette manière-là. Voilà. Et donc, si A est négatif, ça c'est un cas intéressant aussi, si A est négatif, donc si on a A négatif, donc A inférieur ou égal à 0, mais que valeur absolue de A est plus grand que 1, dans ce cas, chaque terme va être du signe opposé au terme précédent, parce qu'on multiplie par un signe négatif à chaque fois. Et donc ça va faire quelque chose qui va zigzaguer comme ça. Donc on va prendre là, 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 là. Donc sa valeur absolue en fait sera cette courbe là. Mais par contre à chaque fois on va changer de signe. Et si on a A est toujours négatif mais A, valeur absolue de A qui est strictement plus petite que 1, dans ce cas on aura, si je fais la courbe opposée ici comme ça, on aura quelque chose qui va osciller entre le négatif et le positif ici. Alors,
Donc oui, donc ici j'ai défini précédemment ce qu'est une suite convergente. Ensuite, il faut définir ce qu'est la divergence. C'est assez simple. On dit qu'une suite est divergente si elle ne converge pas. Donc, alors il faut faire très attention ici à un cas particulier, c'est que il y a beaucoup de cas de non-convergence qui sont d'autres cas que je tends vers plus l'infini ou je tends vers moins l'infini. C'est par exemple, donc il y a pas mal de cas de divergence possibles. Par exemple, donc une suite qui fait comme ça, clairement, elle est divergente. Donc, enfin, elle fait comme ça, c'est-à-dire elle prend ces points-là. Donc je trace une courbe, mais en réalité, il ne faut que prendre les abscisses entières. Elle est divergente parce qu'elle ne va jamais converger vers un nombre L. Enfin, elle est divergente en tout cas dans l'ensemble R. Mais il y a plein de cas de figure. Par exemple, si je prends la suite moins 1 puissance n, elle va faire comme. Donc elle va commencer à moins 1, non, à 1, puis à moins 1, puis à 1, puis à moins 1, et compagnie. Elle ne va jamais se rapprocher de plus en plus d'un nombre en question. Elle va toujours, quel que soit l'epsilon que je prends, il existe toujours un terme sur deux qui est forcément loin d'une quelconque limite. Et donc, le truc, en réalité, il y aurait deux sous-suites qui, elles, convergent, mais la suite qui oscille, elle, ne converge pas. Il y a aussi d'autres cas de figure qui finalement reviennent un peu au même cas. On peut très bien imaginer une suite qui a l'air de très bien converger pendant très longtemps, mais en réalité, de temps en temps, tac, j'ai un point qui est complètement en dehors de la suite. Tac, par exemple là. Et là, en fait, ça ne va jamais converger d'après la définition. Parce que pour qu'il y ait convergence, il faut vraiment que tous les points après mon rang grand N soient très près de ma limite. Et là, on voit qu'à chaque fois, il existe toujours un point qui est assez distant de ma limite L par rapport à mon epsilon. Par contre, un exemple de suite qui peut converger et qui oscille, c'est par exemple une fonction, donc un peu comme tout à l'heure, qui fait comme ça, mais qui est amortie. Et là, en effet, je change de signe à chaque fois, mais c'est pas grave, parce que je me rapproche quand même de plus en plus. Ici, la différence entre L et ma suite diminue au fur et à mesure. Donc, si je prends un epsilon quelconque, en allant assez loin, tous les termes sont bien entre L moins epsilon et L plus epsilon. Alors bon, là j'ai beaucoup parlé de séries réelles, mais en fait, surtout graphiquement, on voit bien sur R, mais en fait ça marche très bien sur d'autres ensembles, notamment l'ensemble des complexes. Du moment qu'on peut définir une distance, ça marche très bien. Ça, vous le verrez en deuxième année plutôt. Donc sur l'ensemble des complexes, à la place, une suite qui converge, c'est quoi? Donc dans les complexes, la seule différence, c'est que U de n moins L, ça va être une distance dans l'ensemble des complexes. Ça ne va pas être la distance en hauteur comme ça, mais ça va être la distance entre deux points. Entre mon point qui est ma limite et mon élément UN. Et donc, UN moins epsilon, en fait, c'est L moins epsilon, enfin l'ensemble des x tels que x moins epsilon, x moins L inférieur ou égal à epsilon, en fait ça va être l'ensemble des x qui vont être sur un disque de rayon epsilon. Et donc cet ensemble-là, en fait, ce qu'il faut, c'est que, quelle que soit la taille du disque que je prends, même si je le prends très 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 petit, au bout d'un moment, tous les termes de ma suite sont dans ce disque-là. Et là, on va dire que ma suite, elle converge vers L. Et donc ça veut dire que ici, quel que soit le epsilon que je prends, au bout d'un moment, tous les termes de ma suite vont être, ici, vont être dans le disque
disque en question. Pour n'importe quel disque. Alors, donc ensuite il y a quelques théorèmes assez importants, enfin certains c'est des théorèmes de définition. Par exemple, si UN est croissante et majorée, alors juste pour un rappel, majorée ça veut dire qu'il existe, donc ça veut dire qu'il existe M appartenant à R tel que pour tout N appartenant à N, U de N inférieur à grand M. Donc ça veut dire que tous les termes de la suite sont en dessous de M, graphiquement. Imaginons que j'ai mon M qui est là, tous les termes de la suite sont en dessous, ils n'ont pas le droit de dépasser. Ça veut dire que je suis majoré. Alors si UN est croissante et majorée, dans ce cas, elle va forcément converger. Et ça, quand on voit le schéma, le graphique, c'est assez intuitif. Pourquoi ? Parce que ici, je suis obligé de monter, mais j'ai pas le droit de dépasser ici. Donc ça veut forcément dire qu'au bout d'un moment, je dois me tasser assez sérieusement. Et en réalité, si on considère, en fait, la limite de cette suite, ça va être le sup de l'union pour n appartenant à grand N des UN. Donc ça va être, si on prend l'ensemble des UN en question, le sup de cet ensemble sera notre limite. Même chose avec UN est décroissante et minorée, c'est la même chose mais en négatif quelque part avec le réciproque. Voilà. Et donc voilà, ça peut être très pratique pour prouver que les suites convergent assez rapidement. Ensuite, il y a des notions un peu plus subtiles qu'on va beaucoup utiliser en prépa. C'est en utilisant des fonctions continues. Et en fait, on dit que f est continu à un point si pour toute suite U, alors on dit que f est continu en L si pour toute suite UN convergent en L on a limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de UN est égal à f de L. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en L, je n'ai pas de saut de ma fonction. Ça veut dire que ma fonction, ici j'ai des points, ici j'ai un point L, j'ai une fonction qui fait comme ça par exemple, là dans ce cas-ci elle va être continue. Si je prends des points qui sont là, qui tendent vers L, donc qui se rapprochent de plus en plus de L, et que je fais leur limite, donc là, tac, ici, ça va être égal au vrai terme de la fonction. Je vais vous montrer un cas d'exemple discontinu. Donc, je vais donner un autre exemple de fonction discontinue. Une fonction qui ferait comme ça, L, est discontinue. Pourquoi ? Je vais prendre par exemple cette suite-là qui tend vers L. La limite des points de cette suite, ça va être le point ici. Mais par contre, f de L, lui, est le point ici. Et donc, on voit que cette hauteur-là, c'est la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de f de UN. Et cette hauteur-là, qui est différente, c'est f de L. Et donc, dans ce cas-là, on voit que la fonction n'est pas continue. Et donc, là, je présente ça comme la définition de la continuité. Mais ensuite, on peut l'utiliser, et c'est comme ça qu'on l'utilisera souvent, quelque part dans l'autre sens. C'est-à-dire, on sait que f est continu. Si on sait que f est continu,
alors on sait qu'on pourra dire que que si UN converge vers L, alors la f de UN va forcément converger vers f de L. Et donc ça nous permettra de dire que f de UN est une suite, ça nous permettra de calculer ce vers quoi la suite f de UN converge. Bon, alors là je pense que j'ai un peu fait le tour des éléments importants du cours. Il y a des notions un peu plus dites coriaces qu'en terminale. Je fais juste une petite vérification. Ah non, si, il y a une autre partie assez importante. Une ou deux. On va voir si on a le temps. D'accord. Donc, il y a une notion qui est très intéressante et qui est très pratique surtout. En fait, elle est très pratique parce qu'on l'utilisera par la suite pour les formules de Taylor notamment et pour faire des approximations. Et en pratique, en physique, vous l'utiliserez tout le temps parce qu'en physique, on fait tout le temps des approximations. En chimie, j'en parle même pas. Donc, c'est les notions d'une suite est un grand O2 une autre suite, une suite est équivalente à une autre suite, ou une suite est négligeable devant une autre suite. Alors, un grand O2, on note ça aussi dominé par une autre suite. Alors, la meilleure de ces notions, c'est celle de la domination. Alors, au début, c'est pas forcément ce qui est le plus intuitif, mais en fait, quand on peut préciser une domination, il vaut mieux préciser une domination plus précise qu'une équivalence. Mais bon, d'abord, je vais introduire la notion. Donc, on dit que UN est dominé par VM si et seulement si il existe M appartenant à R plus étoile, par exemple, tel que valeur absolue de U de N inférieure ou égale à grand M fois valeur absolue de V de N. J'ai oublié le pour tout, donc il existe M tel que pour tout N appartenant à M, valeur absolue de U et de N inférieure ou égale à grand M fois valeur absolue de V de N. Alors ça, graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quelque part, si je prends une suite, déjà, si M est plus petit que 1, ça se voit assez bien. Ça veut dire que déjà, forcément, U de N est plus petit que Vn. Mais surtout, donc ça permet de dire que si V de N tend vers 0, par exemple, U de N tend aussi vers 0. Et ça permet de dire plein d'autres choses. Donc, en gros, si on veut comprendre la chose, ça veut dire que U de N sur V de N est toujours plus petit que M. Alors, on n'a pas le droit d'écrire ça exactement à chaque fois, parce que ça peut arriver que des fois V de N soit égal à 0. Mais en gros, quand V de N n'est pas nul, ça veut dire que U de N sur V de N est forcément plus petit que M. On peut même avoir U de N qui est carrément est égal à 0 ou qui est carrément négligeable par rapport à Vn. Mais en tout cas, il est dominé par V de N. Ici, U de N peut être plus grand que V de N. Par exemple, si M est égal à 40 000, U de N peut être plus grand peut être égal à 39 000 V de N. Mais quelque part, ça veut dire que j'ai quand même une limite par rapport à combien il peut être plus grand. Et cette limite est quelque chose de proportionnel par rapport à N, et c'est tout. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de N, et c'est ça qui va être très intéressant dans les exercices. Alors ça c'est pour la domination.
Ensuite, il y a l'idée d'une suite qui est négligeable. Donc, on dit que U de n est négligeable devant V de n si et seulement si pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang grand n appartenant à n tel que pour tout n supérieur ou égal à grand n, U de n, valeur absolue de U de n, est inférieur ou égal à epsilon, fois valeur absolue de V de n. Donc là, quelque part, si on veut comprendre les choses, si V de n n'est pas nul, ça veut quelque part dire que U de n sur V de n tend vers 0. Et donc l'idée, c'est vraiment comme quoi U de n, c'est quelque chose qui va devenir au fur et à mesure très petit par rapport à V de n. Mais ici, ça c'est une meilleure définition, parce que ici, on n'a pas besoin d'échapper les cas où V de n sera nul. Parce que même si V de n est nul, ça veut forcément dire que, à partir d'un certain rang, en tout cas, si V de n est nul, alors U de n est nul aussi. C'est tout. Donc là, j'ai défini ce qu'est une suite négligeable dans une suite. Et ensuite, il y a l'idée de deux suites équivalentes. Et donc là, on dit que UN donc, équivaut à V de n, si et seulement si. Alors cette fois, je vais utiliser l'autre définition parce que je ne sais plus exactement comment le faire. Ah, quoique non, j'ai une autre manière de le faire. Si et seulement si UN moins V de n est égal à un petit taux de U de n. Alors là, quand on le voit comme ça n'a pas l'air très clair. Mais l'idée, c'est que la différence entre les deux est négligeable devant UN, mais ça veut aussi dire en fait qu'elle est négligeable devant l'autre. C'est équivalent de mettre UN ou VN ici. Et avec cette définition-là, en fait, si on veut comprendre les choses, ça veut quelque part dire que U de n sur V de n tend vers 1. Dans tous les cas où V de n n'est pas nul. Donc un exemple de deux suites qui pourraient être équivalentes, ça serait une suite qui par exemple ferait comme ça et une autre qui ferait comme ça. Ou même mieux, une suite qui finalement, une suite qui fait comme ça et une suite qui fait comme ça, les deux sont équivalentes. Parce que ce terme-là, UN moins V de n, devient négligeable par rapport au terme U de n qui lui tend vers plus l'infini, au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure, même s'il y a une différence entre les deux, elle est négligeable par rapport à la suite n. Donc ça c'est par exemple dans le cas, dans le cas d'équivalence. Dans le cas d'une majoration, par exemple si je prends une suite qui est comme ça, donc 1 sur n, et ben je vais prendre une autre suite qui est, on va dire, m fois, enfin 3 fois plus petite, comme ça, mais qui suit quelque part la même courbe, c'est-à-dire elle va pas tendre vers 0 beaucoup plus vite. Elle va tendre vers 0 à la même vitesse quelque part. Et dans ce cas, les deux suites peuvent être... Enfin, celle-là peut être dominée par celle-là, par exemple. Ou bien, dans certains cas, ça pourrait être le contraire. Tu peux avoir UN qui domine VN et VN qui domine UN aussi. Et pour ensuite une suite qui est négligeable devant une autre, par exemple, la suite
1 sur n est par exemple négligeable par rapport à une suite constante. Mais autre suite, la suite 1 sur n carré, qui elle converge beaucoup plus rapidement vers 0 que la suite 1 sur n, est négligeable devant la suite 1 sur n. Et quelque part, le fait que ça soit négligeable ou dominé ou ces choses-là nous permettra de définir un peu la vitesse de convergence quelque part d'une suite, et c'est un peu cette notion-là qui nous intéresse dans beaucoup de cas. Alors enfin, il y a la définition de la série de Riemann, qui en fait vous permet de définir ce qu'est une intégrale. Et donc l'idée c'est la suivante, c'est si j'ai une fonction f par exemple, qui est définie de i dans R, donc i c'est un intervalle de R en l'occurrence, je peux tracer sa courbe, et j'ai besoin de dire que cette fonction est continue au moins sur l'intervalle i. Donc par exemple je demande un intervalle i, je trace ma fonction f. L'idée c'est que je vais ici découper cet intervalle en un certain nombre de petits segments. Et ensuite je vais additionner ces aires-là. Et l'idée c'est que si j'ai une fonction qui est bien continue, alors le but c'est de calculer l'aire sous la courbe. Alors en effet, il me manque ces parties-là. Mais l'idée qui est intéressante, c'est que si ma fonction est bien continue, l'aire qui est là-dessous, si je prends des intervalles ici de plus en plus petits, eh ben je vais devenir de plus en plus précis. Et donc l'aire qui va être en dessous va être de plus en plus négligeable par rapport à l'aire que j'aurais calculée. Et donc la série de Riemann, ça va être Sn de f par exemple, on va dire, ou Sn f de i par exemple, et ça va être égal à, donc ici j'ai b, ici j'ai a, donc ça va être b moins a sur n fois somme pour k est égal à 0 jusqu'à n moins 1. Alors je suis plutôt donc ici, donc oui, b moins a sur n, b moins a sur n c'est la largeur ici, et à chaque fois je fais b moins a fois la hauteur qui est là, et donc à chaque fois b moins a fois la hauteur qui est là, b moins a fois la hauteur qui est, enfin fois la hauteur qui est au début je vais prendre plutôt, donc je vais prendre f de k. Et l'idée c'est que cette série là, lorsque n tend vers l'infini, donc limite, on va appeler ça la limite la limite de SF 10n de i lorsque n tend vers plus l'infini, on va appeler ça l'intégrale de f sur l'intervalle i, et donc c'est ce qu'on appelle l'intégrale de Riemann, parce qu'il y a on peut inventer différentes intégrales possibles, et ça c'est une intégrale qu'on invente, qui est définie comme ça, intégrale de f sur i. Donc on note ça souvent, intégrale de f de x dx. Voilà. Bon, là je pense que j'ai vu à peu près toutes les notions du cours. Et maintenant on va passer à quelques exercices.